Merci Michel, mes chers présidents, chers collègues, chers académiciens. Je voudrais tout d'abord remercier mon Académie de chirurgie et votre honorable Académie de chirurgie de m'avoir permis de m'exprimer devant vous aujourd'hui, devant cette prestigieuse assemblée. Alors, le digital, de toute évidence, prend une place de plus en plus importante dans notre exercice, dans tous les domaines. Il suffit de regarder l'œuvre de Franck Gehry, qui s'est inspiré d'un voilier pour réaliser cette belle architecture. Et en réalité, pour pouvoir les réaliser, c'était grâce au numérique, parce que toutes les pièces de sa maquette ont été scannées, designées, surdimensionnées, pour pouvoir obtenir toutes ces plaques en verre assez complexes, et qui a donné lieu à cette fondation, la fondation Louis Vuitton. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, encore une fois, c'est grâce au numérique qu'il a pu concrétiser ce travail qui était assez complexe. Alors revenons à la réalité, et nous sommes tous praticiens, on est tous convaincus que le numérique, ça reste un outil, rien qu'un outil. Je voudrais juste, en 3 points, vous donner quels sont les points clés qui nous permettent, nous, aujourd'hui, en tant que praticiens odontologistes, de réussir un traitement. Le premier, c'est d'être capable, et surtout, penser au résultat final avant même de démarrer le travail. Et ceci est réel, quel que soit le type d'édentement. Unitaire, antérieur, partiel, voire même complet. Il est évident qu'il va falloir imaginer ce résultat final avant même de démarrer. Et là, encore une fois, ça n'a rien de numérique, c'est tout simplement l'expérience que nous avons tous en tant que praticiens. Le deuxième point, ou la deuxième leçon, c'est d'avoir absolument une approche globale. On ne traite pas un maxillaire seul, on ne traite pas les mandibules. On doit avoir une approche globale vis-à-vis de nos patients. Je donne l'exemple de cette patiente qui est une prof de danse. Son motif de consultation, c'était de pouvoir sourire. Une restauration fixe ou un dentier, elle s'en fout complètement. Tout ce qu'elle voulait, c'est pouvoir sourire. Et justement, grâce à cette approche globale, restauration du maxillaire, la mandibule, rétablir des courbes occlusales, se référer à des normes esthétiques qu'on connaît tous dans notre discipline, qu'on a réussi à lui donner tout simplement son sourire de jeunesse que vous voyez sur cette diapositive. Et là, on donne de nouveau à nos patients un goût à la vie, une vie sociale tout à fait correcte. Le troisième et dernier point, c'est d'avoir un algorithme de traitement, où il réunit toutes les différentes étapes de réalisation de toutes nos restaurations. Et justement, j'ai la chance d'avoir une équipe de travail, chacun sa spécificité, on échange énormément, et justement qui nous permettent de mener à bien tous nos cas qui deviennent de plus en plus complexes. Et justement, c'est cette communication qu'on a entre praticiens, chirurgiens, prothésistes, et sans oublier l'industrie, parce qu'on a besoin de cette industrie pour pouvoir faire évoluer nos traitements, qu'on arrive à être prévisible, reproductible et pérenne. Et je dirais, ce sont les 3 mots-clés. Et d'ailleurs, toute la présentation va se dérouler sur ces 3 points, qui nous permettent justement de réussir tous nos traitements et de décomposer tous nos cas complexes en plusieurs cas simples grâce à cette rigueur et grâce à ce protocole et grâce à ce qu'on recherche dans ces 3 points qu'on verra ensemble. Alors, en quoi le numérique peut nous être utile justement pour contribuer à ces 3 points que je viens de décrire. Une réalité, c'est que le flux numérique prend une place incontestable, incontournable dans notre exercice, quel que soit le stade de traitement. Justement, le premier, c'est la communication, c'est être prévisible. C'est-à-dire que dans les cas de restauration complexe, dentaire, on n'est pas en implantologie pour le moment, restaurer une arcade comme ça, on a la possibilité aujourd'hui, avec quelques prises de photos exobuccales, endobuccales, vue de profil, vue de face, d'avoir à disposition des logiciels, ce qu'on appelle le logiciel de Digital Smile Design, ou tout simplement avec Keynote ou PowerPoint, là c'est une planification que j'ai faite avec juste le logiciel Keynote, de pouvoir réaliser un projet esthétique virtuel et justement de proposer à ce patient, avant même de commencer son travail, quel va être le résultat final. Justement, on peut le concrétiser ce travail avec ce qu'on appelle des mock-ups, c'est-à-dire une clé en silicone qui permet justement d'obtenir cette plaquette en résine, de la valider avec ce patient, de préparer dans cette maquette en résine pour réaliser des préparations aminoades. Donc là aussi, on est dans l'économie tissulaire pour justement lui restaurer une arcade complète et justement rester prévisible. D'autres situations cliniques un peu plus complexes, comme cette patiente qui a une demande
de restauration de son esthétique, remonter la ligne de sourire, passer par une solution implantaire, et là aussi, c'est-à-dire pour éviter le dentier, on va dire, là aussi la photographie associée à la vidéo, qui permet justement de pouvoir observer en état de fonctionnel chez le patient certaines mimiques qu'on ne verra pas du tout avec une photo statique, peuvent nous permettre de réaliser ce projet esthétique virtuel qu'on voit ici, de le valider dans la bouche de la patiente avec des mock-ups, avec des systèmes de facettes qui sont reproductibles par rapport à ce qu'on a planifié virtuellement, et justement de montrer à la patiente le résultat, encore une fois, avec en bouche, carrément, avec ces petites facettes en résine, pour valider avec elle. Et une fois que c'est validé ce projet esthétique, on va l'utiliser comme un outil. C'est-à-dire qu'on va faire à notre patiente un cone beam, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire dans cette planification. C'est ce cone beam qui permet, avec ce projet esthétique, avoir le volume osseux en 3D de notre patient, le projet prothétique, et de pouvoir planifier en fonction de volume osseux disponible, en fonction de ce projet prothétique final. C'est-à-dire qu'on a visualisé la position future de cette dent qui n'est pas encore positionnée, et justement de placer les implants, de faire cette réduction osseuse pour pouvoir remonter la ligne du sourire, et surtout d'être prévisible, et finir ce traitement dans des bonnes conditions avec un résultat final qui est tout à fait correct. Dans la patiente, avant même de démarrer son traitement, elle l'avait validé. Sans ça, jamais elle aurait commencé son traitement. Donc, en termes de communication et de prévisibilité, c'est vraiment un outil incontestable et qui permet justement de gagner la confiance du patient et de démarrer le traitement avant d'intervenir dans sa bouche. Le deuxième point de cette chaîne numérique, c'est dans la précision et d'être reproductible. Bradmark disait dans tous ses travaux une précision constante, qui est le pape de l'implantologie chez nous, c'est grâce à lui qu'on a découvert l'ostéo-intégration. Une précision constante amène un travail prévisible. Et on a besoin en implantologie justement de cette précision parce qu'en fait, notre objectif, c'est de pouvoir reproduire une planification implantaire et de pouvoir réaliser de manière réelle dans la bouche du patient. Donc on a besoin de cette précision. Et justement, cette précision est importante parce que dans certaines situations cliniques, où ce sont des situations d'échec, chez des patients où on a posé des implants sans aucune prévisibilité, on peut être plus... Excusez-moi, j'étais un peu truc. Je reviens. Voilà. Dans cette situation clinique, on peut être beaucoup plus catastrophique et on se retrouve avec, pour rétablir une situation de normalité, avoir recours à des greffes osseuses, donc des restaurations complexes, des interventions plus complexes, ou voire même le retour à un dentier, alors que le patient, dès le départ, n'avait absolument pas envie d'avoir un appareil amovible, il voulait quelque chose de fixe. Donc cette précision est indispensable, et la chirurgie guidée, nous la pratiquons depuis plus de 15 ans maintenant, 2005, et en réalité, elle nous a bouleversés. Pourquoi ? Parce qu'elle nous a permis d'être prévisible, reproductible, et surtout de pouvoir planifier la mise en place de nos implants de manière précise. C'est-à-dire, plusieurs publications nous ont montré l'intérêt de cette planification assistée par ordinateur et la précision qu'on peut avoir par rapport à une planification en 2D. Une coupe de scanner, la lecture de planches de scanner n'a rien à voir par rapport à cette planification assistée par ordinateur. Et surtout, ce qui nous intéresse dans cette planification, c'est la précision de guides chirurgicaux, stéréographiques, qui est inframillimétrique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a planifié la pose d'un implant, on va commander un guide chirurgical. Ce guide chirurgical, il est stéréographique, issu de cette planification, et on verra d'autres exemples tout à l'heure, avec des canaux de forage à travers lesquels on posera les implants. Et là, on est sûr qu'on est par rapport à notre planification. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, on a la possibilité, à partir d'un scanner de modèle, ou carrément une empreinte optique, de fusionner les fichiers STL issus de ce scanner avec les fichiers d'ICOM du code BIM du patient. C'est ce qu'on appelle la fusion intelligente, c'est-à-dire on arrive à matcher les deux fichiers issus de deux scanners, et comme ça, de nouveau, on se retrouve avec un volume osseux, avec le schéma prothétique qu'on a dessiné, et qui nous permet justement de planifier la pose de cet implant en fonction de ce volume osseux, et en fonction de cette future dent. Cette dent-là n'est autre qu'une dent virtuelle
qu'on a positionné sur l'arcade du patient de manière virtuelle. On appelle ça un wax-up virtuel. Et justement, l'axe de l'implant, on va le planifier en fonction. Et il suffit par la suite de cliquer et de commander un guide. Ce guide peut être de forme différente, mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir placer justement cet implant par rapport à notre planification de manière précise à travers ces canaux de forage. Alors la chirurgie guidée, complètement guidée, ou la chirurgie semi-guidée, mais en tout cas, on a l'axe de l'implant avec son positionnement tridimensionnel dans le 3 formes d'espace. En réalité, ce gabarit, ce guide chirurgical, nous sert comme un GPS. Et à partir du moment où on a un GPS, à partir du moment où on a travaillé en amont, à partir du moment où on a passé du temps dans la planification, ce GPS nous permet de poser les implants dans de bonnes conditions et surtout dans les cas esthétiques, c'est-à-dire édentement antérieur, comme vous le voyez, de pouvoir le restaurer immédiatement. C'est-à-dire on peut extraire une dent, placer l'implant avec ce guide, lui réaliser une couronne provisoire et le patient part le jour même avec sa couronne. C'est-à-dire en aucun cas il reste édenté. Alors bien sûr il y a des précautions, on demande au patient de ne pas faire des efforts, de manger une pomme, un sandwich, donc il y a une précaution à prendre pendant 3-4 mois, mais en tout cas il reste en aucun cas handicapé d'une manque de dents, où il peut comme ça ne pas porter un appareil mobile, parce que de plus en plus on a des patients jeunes, avec des traumatismes, moins jeunes, et qui ne souhaitent pas porter un appareil mobile. En fait, le but en tout cas, c'est de passer une bonne journée dans nos structures, hospitalières ou privées, et surtout de passer un bon moment, et justement, c'est en étant prévisible, en passant un peu de temps avant cette intervention, qu'on peut être efficace à la fin de la journée. Vous voyez, ça, c'est différentes étapes de réalisation. On termine par une temporisation immédiate et ensuite la restauration définitive devient un simple geste d'empreinte et de conception laboratoire. Le deuxième point qu'on peut avoir avec l'utilité de cette chaîne numérique dans une étape de traitement, c'est-à-dire la réalisation de nos empreintes pour concevoir le travail au laboratoire. Et là aujourd'hui, on a ces empreintes optiques, c'est-à-dire on va faire une capture avec une caméra, comme vous voyez ici, de l'arcade maxillaire, de l'arcade mandibulaire, de l'antagoniste, de l'occlusion, et comme ça, en fait, on va pouvoir obtenir un modèle de travail. Le prothésiste va pouvoir construire les restaurations avec beaucoup de précision, et qui correspondent, c'est tout simplement le cas qu'on a vu tout à l'heure avec la planification, le digital smile design, l'esthétique, c'est exactement toutes ces céramiques qui ont été réalisées pour ce patient. Et on a la possibilité, justement, comme c'est un fichier numérique, de recommander une couronne sans aucun problème, mise en taille, vraiment une précision extraordinaire, avec un ajustage vraiment parfait. C'est quelque chose qui est parfaitement bien codifié dans la littérature et qui donne d'excellents résultats. Mais au-delà de la restauration dentaire complexe, ça fonctionne très très bien aussi dans les cas d'édentement unitaire, partiel, pour la réalisation des couronnes sur implant. Donc on a des scan body qu'on met sur l'implant, et puis par cette empreinte optique, on a les banques de données de ces scan body dans le logiciel, et on arrive à reconstruire justement ces restaurations par CFAO. Juste j'attire votre attention sur la reproduction justement par rapport à ce qu'a planifié dès le départ pour réaliser ce gabarit chirurgical, la conception au laboratoire et la mise en place de ces restaurations prothétiques. On peut juste apprécier l'accès de la vis qui est toujours le même. On est encore une fois dans une précision inframillimétrique, ce qui me convient très très bien. On n'est pas dans le micron, mais inframillimétrique, ça nous convient très très bien. La dernière utilité de cette chaîne numérique, c'est la pérennité de nos restaurations. Et pour parler de la pérennité, je vous ai choisi volontairement 3 situations cliniques qui sont en rapport avec un vrai problème de santé publique. La première situation clinique, c'est les cas d'érosion. Il faut savoir que 97% des patients présentent des usures dentaires. 97% des patients. Ces usures sont d'origine variée, certes, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui devant vous, c'est de parler d'érosion. Pourquoi ? Parce que cette maladie ou ce problème qu'on a aujourd'hui touche des patients jeunes, un peu moins jeunes, et surtout pourquoi c'est un vrai problème de santé publique ? Parce que ça nécessite une restauration bimaxillaire, c'est-à-dire toutes les dents maxillaires, toutes les dents mandibulaires, on a une usure occlusale assez violente, il n'y a plus d'émail, et on se retrouve dans la dentine.
Et là aussi, ces patients, le début du traitement va être de leur montrer le résultat final avant même de démarrer, c'est-à-dire avec le projet esthétique virtuel. Et là, vous voyez tout simplement juste la maquette en résine qu'on va mettre dans la bouche du patient pour lui montrer comment ça va être son sourire en final. Le numérique nous permet aujourd'hui, grâce aux empreintes optiques, qu'on a vu tout à l'heure, même montage virtuel au laboratoire, conception virtuelle de ce projet esthétique, de pouvoir réaliser des maquettes, de pouvoir réaliser aussi des préparations à minima, parce que le but, ce n'est pas trop de délabrer la dent qui est déjà usée, et ensuite de concevoir toutes ces restaurations, et on a à disposition au laboratoire par CFAO de différents types de matériaux, donc choisir le matériau en fonction du patient, en fonction de l'antagoniste, en fonction de ce qu'on veut apporter comme rigidité de ce matériau, en fonction des épaisseurs qu'on a, de maquiller ces restaurations pour les rendre belles, naturelles surtout, et ensuite de réaliser l'assemblage et une intégration, encore une fois, qui doit être durable dans le temps. Ce sont des traitements lourds sur le plan biologique, sur le plan économique. Le patient passe du temps, on lui doit quand même des restaurations qui durent dans le temps, c'est ça qui est important. La deuxième situation clinique qui me tient vraiment beaucoup à cœur, je pense qu'on a tous des patients où on s'attache, c'est Charlène. Je l'appelle par son prénom parce que c'est comme ça que quand elle arrive au cabinet, comment ça va Charlène? C'est parce que cette patiente n'a pas de chance, vous connaissez tous cette maladie, elle est porteuse de gènes de dysplasie ectodermique. Et souvent, ces patients qui n'ont pas de chance se retrouvent avec des agénésies multiples, qui veut dire agénésie multiple, ça veut dire atrophie osseuse importante, qui nécessitent des traitements longs, lourds, et il faut absolument capter leur motivation, parce que sinon c'est voué à l'échec si on n'a pas le patient qui coopère à 100%. Donc là aussi, c'est le côté humain, on a une profession médicale, ça n'a absolument rien à voir avec le numérique, mais vous allez voir pourquoi je parle du numérique dans sa situation. Donc son traitement a commencé par un traitement orthodontique, orthochirurgical, comme vous voyez ici, et puis son vrai plaisir, je dirais, de son traitement a été au moment où on lui a réalisé des restaurations provisoires, des couronnes provisoires, qui étaient pour elle quelque chose d'exceptionnel parce que Charlène commençait à avoir un sourire. Et là, c'était gagné. C'était gagné, pourquoi? Parce qu'elle était prête encore à ce que ça dure son traitement 2 ans, sans aucun problème, parce qu'elle voyait le résultat. Et là, on l'a obtenu pareil, grâce à un projet esthétique virtuel, grâce à la conception au laboratoire des couronnes provisoires. Ça nous a permis comme ça de traiter le maxillaire dans un premier temps, et ensuite la mandibule, toujours pareil, décomposer les cas complexes en plusieurs cas simples. On a géré le maxillaire sans beaucoup de difficultés, mais en fait, le numérique nous a permis de placer les implants avec un volume osseux réduit. Mais surtout à la mandibule, le numérique nous permet, dans les cas d'extraction-implantation, c'est-à-dire pour ne pas laisser le patient sans dents. Elle avait beaucoup de dents de lait, en fait, de Charlène à la mandibule. Toutes les dents étaient à extraire. En réalité, on n'a gardé que 2 dents naturelles chez elle, et toutes les dents que vous voyez ici, elles étaient à extraire. Et ce protocole d'extraction stratégique nous permet en réalité de garder quelques dents sur l'arcade et de faire surtout une planification assistée par ordinateur avec l'obtention, grâce à ce flux numérique, comme on l'a vu tout à l'heure, scanner du modèle ou l'empreinte optique de la bouche de la patiente, code BIM de la patiente avec un projet prothétique, de réaliser une planification avec ce volume osseux et ce futur projet prothétique, une planification en fonction de la prothèse qu'on va réaliser par la suite, et surtout l'obtention d'un guide, d'un gabarit, qui nous permet de placer les implants dans une précision extraordinaire, et surtout, pour Charlène, de ne pas la laisser sans dents. C'est-à-dire, le jour où on va extraire quelques dents, on va positionner ces guides en gardant ces quelques dents, et ensuite, à travers ces canaux de forage, là on dépose les vis d'ostéosynthèse que le maxillofacial nous a réalisé pour les greffes osseuses, et ensuite, on va préparer le site, donc comme on l'a vu tout à l'heure avec l'outil chirurgical, et on va voir tout à l'heure comment on va poser l'implant dans des bonnes conditions. Pourquoi? Parce que toute la préparation de ce forage a été réalisée grâce à l'outil chirurgical. Et là, on sait qu'à la fin de la journée, on va pouvoir juste lui faire une empreinte à Charlène, et 24 heures plus tard, au plus tard 24 heures, voire même la journée, ça dépend à quel moment on a démarré et la disponibilité du prothésiste,
de lui poser un bridge provisoire, ce qu'on appelle mise en fonction immédiate, un bridge provisoire complet à la mandibule qui permet de lui restaurer son arcade et de la laisser partir avec quelque chose de fixe. Et là, Charlène, surtout dans un confort extraordinaire, parce que par la suite, il suffit juste d'attendre 3 mois à la mandibule avec ce bridge provisoire, qui est tout à fait convenable, qu'on équilibre bien sûr. On lui demande de faire une alimentation plus ou moins liquide, soupe, steak haché, poisson, mais en tout cas quelques précautions pour lui donner une fonction en finale fixe maxillaire, fixe à la mandibule, et surtout le grand bonheur de Charlène, c'est de retrouver un sourire, confiance en elle. Troisième et dernière situation clinique, c'est le traitement des dentés complets. Les dentés complets, c'est un vrai défi et représente aussi pour nous un problème de santé publique. La raison est simple, grâce au progrès de la médecine et de la chirurgie, l'allongement de la durée de vie, nous sommes de plus en plus face à une patientèle parfaitement bien informée par les médias, ne souhaite plus porter de dentier, et elle sait que la troisième dentition, comme il l'a prédénommé Brandmar, existe. Sauf que toutes ces restaurations complexes, 4, 6, 8 implants maxillaires mandibulaires, qui permettent de voir en finale des restaurations fixes, esthétiques et fonctionnelles, nécessitent une rigueur absolue. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un investissement assez important et il faut que ça soit durable. Et là, encore une fois, numérique nous rend un grand service. Au moment de la planification, surtout à partir du moment où on a des patients qui ont porté des appareils amovibles pendant très longtemps, surtout avec des résorptions assez importantes, et même nos maxillofaciales, quand tu nous réalises des restaurations, des reconstructions osseuses importantes, il utilise ce digital, ce flux numérique. Ça lui permet de déplacer, de greffer en fonction justement de ce projet hypothétique, parce que je veux en finale, à partir de sa greffe, pouvoir réaliser une restauration complète, fixe, esthétique, surtout dans le cas de maxillaire. Et là, on retrouve la fonctionnalité de ce digital dans la planification. Vous voyez, là, c'est une planification assistée par ordinateur. Le gabarit, notre fameux GPS, notre guide chirurgical stéréographique. La mise en place de 8 implants, que vous verrez tout à l'heure, c'est en fonction d'une restauration fixe qu'on va réaliser dans les 24 heures. Aujourd'hui même, on a à la mandibule la possibilité de restaurer une mandibule avec 3 implants, avec des prothèses plus ou moins réalisées en amont. Ça, c'est un projet qui existe et qui a été remis au point il n'y a pas longtemps. Donc, ça rend un grand service pour le patient. Et surtout, encore une fois, c'est très rapidement, le jour même, 24 heures plus tard, le patient se retrouve avec quelque chose de provisoire, immédiat, transitoire, mais qui est fixe. Et c'est grâce à ce bridge provisoire qui va figer tous les paramètres esthétiques, fonctionnels qu'on souhaite, qui va nous permettre dans un deuxième temps de réaliser des empreintes, et on revient à nos empreintes optiques, et là aujourd'hui on a ce qu'on appelle le pic dental, c'est cette technique d'empreinte de rapport, c'est quelque chose qui est prometteur parce que c'est une perspective extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui on n'avait pas une empreinte optique qui permet de réaliser une empreinte chez un denté complet sur un certain nombre d'implants. Cette technique, elle va nous donner, on est en train de faire plusieurs empreintes de validation, mais elle a l'air d'être assez prometteuse. Et donc, suite à cette empreinte optique, la chaîne par la suite, elle devient simple parce qu'on a travaillé pas mal en amont, on a planifié, on a posé des implants, on a temporisé. Par la suite au laboratoire, là, elle revient à la chaîne numérique au laboratoire, et aujourd'hui, la plupart des laboratoires des prothésistes, ils ont cette chaîne de fraisage, et on a tendance de plus en plus à utiliser ces armatures en zircone qui ont connu une évolution extraordinaire. Et on connaît tous la zircone, l'intérêt de la zircone avec ses propriétés biomécaniques, mécaniques, esthétiques, et on peut retrouver l'intégration biologique et esthétique de cette restauration qui ressemble à une restauration naturelle. Et c'est ça qu'on veut. C'est justement restaurer une arcade d'une manière pérenne et surtout d'une manière naturelle. Alors pour conclure, on est deux. La première, c'est que je suis convaincu de plus en plus que toute cette nouvelle technologie, le flux numérique, le digital, la CFAO, ça reste un outil. C'est pour ça que j'ai commencé volontairement ma présentation par 3 points.
qui nous permettent aujourd'hui, en tant que praticiens comme vous, de réussir notre traitement. Ça reste un outil, le maître d'œuvre, ça reste nous, le praticien, et il ne faut pas se tromper. Ça veut dire, l'outil, il nous rend service, mais il ne faut pas compromettre le temps qu'on peut passer avec le patient pour être à son écoute, pour connaître vraiment sa demande, son motif de consultation. Et la deuxième conclusion, en tant que praticien, enseignant et chercheur, mon plus grand bonheur, c'est quand mes patients, identités unitaires, partiels ou complets, retrouvent et j'arrive à leur donner ce sourire qui, à mon sens, à partir du moment où on a respecté toute cette chaîne et tout ce protocole de rigueur, ne peut qu'être durable dans le temps. Messieurs le Président, mes chers collègues, encore une fois, un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Vraiment un grand plaisir. Je vous remercie de votre attention. Mon cher Marwan, c'est à mon tour de te remercier pour cette remarquable présentation où tu as parfaitement illustré le rôle du numérique depuis tout au cours de la planification, depuis la chirurgie implantée activée jusqu'à la prothèse immédiate, jusqu'à bien sûr les prises d'empreintes numériques qui sont en train de se normaliser, et ça sera un message numérique qui sera envoyé directement au laboratoire de prothèses, où là la CFAO va numériser des empreintes passives, des empreintes implantoportées, avec le résultat esthétique que tu nous as montré sur ces dizaines de cas. Vraiment, bravo pour cette présentation. Et je vais laisser la parole s'il y a des questions pour Marwan Das. L'Aubadrel, je voulais vous remercier pour cette présentation et remercier tous vos collègues d'ailleurs pour les progrès récents faits dans votre spécialité. Et une petite chose qui est fantastique et qui est finalement accessoire pour vous, mais qui était fondamentale pour les patients, c'était cette prothèse intermédiaire. Et que vous ayez pris le souci de ne pas laisser quelqu'un à qui vous avez enlevé quelque chose avoir pendant ces mois, ces années, ce que l'on voyait avant, des gens édentés en attendant que la cicatrisation se fasse, ça c'est un progrès humain formidable. Ma question maintenant est celle-ci. Vous nous avez beaucoup parlé finalement de l'implantation, du côté stéréotaxique de l'implantation pour que ça se fasse bien. Mais ce que j'avais compris, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, quand vous mettiez un implant, y compris quand vous le mettiez bien, il y en avait au moins 60% qui étaient rejetés. Donc, il a certainement été aussi nécessaire de faire des progrès dans la qualité de l'implant. Et ça, vous n'en avez pas parlé. En fait, il y a une évolution de design implantaire depuis 40 ans. Avant, on avait des implants qui étaient cylindriques, avec une attaque de surface qui était lisse, et qui donnait quand même d'excellents résultats. Mais par contre, avec ces implants-là, on n'osait pas faire la mise en charge immédiate parce qu'on ne stabilisait pas comme aujourd'hui. La thématique était sur le digital, c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans le détail de l'implant et du design implantaire. Vous avez raison, l'implant a beaucoup évolué en termes de morphologie, en termes de connectique. Avant, on avait des connectiques externes, maintenant c'est connectiques internes. Et en termes de morphologie, maintenant on a des formes d'implants comme des vis, ou plutôt coniques, qui stabilisent beaucoup mieux. Et puis, il y a eu beaucoup d'échecs avant. D'échecs pas liés à l'os ou à l'implant. C'était un échec de planification. Parce qu'on ne planifiait pas. D'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, on rencontre ces situations d'échec dans nos structures, hospitalières ou privées, parce qu'on pose un implant pour poser un implant, on met la cheville dans l'os, et après, on réfléchit comment restaurer le patient. Donc, les échecs qu'on a eus à l'époque, c'était même pas à la limite de l'implant, parce qu'il n'a pas pris dans l'os. Parce qu'on a construit quelque chose dessus qui n'était pas correct. Vous mettez un implant dans l'os, il prend. Vous le mettez en fonction avec quelque chose qui est hétérogène, avec des forces qui ne sont pas du tout dans plus ou moins son axe, ça crée des contraintes. Biomécaniquement, il devient fragile, et l'ostéo-intégration, elle n'est pas du tout irréversible. Donc c'est pour ça que cette technologie et le travail avec l'industrie est intéressant, parce qu'elle permet aujourd'hui à tout praticien qui a envie de réaliser les choses correctement, d'utiliser un outil de planification, un gabarit qui le guide, et là, si on respecte les protocoles, il n'y a pas de raison qu'on ait 60% d'échecs.
Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai été assez émerveillé par la prise des empreintes en bouche avec le laser et la superposition au cone beam. Alors, deux questions. Comment faites-vous pour prendre l'articulé dentaire avec le laser? On pouvait pas, il faut que les dents soient jointives, donc vous ne pouvez pas la mettre derrière les dents. Et deuxièmement, avec le cone beam, comment faites-vous pour vous abstraire des artefacts liés aux amalgames dentaires? Alors, on a l'empreinte optique qui nous donne en réalité un fichier STL. Grâce à l'empreinte optique, on fait une empreinte optique du patient, on a un fichier STL. Et le cone beam du patient, effectivement, il y a des artefacts, mais il suffit qu'il y ait 3 ou 4 dents naturelles. Et puis en fait, les amalgames, c'est pas ça qui nous pose un problème. C'est plus les couronnes métalliques ou les tenons qu'on met dans les racines. Mais un patient, il a toujours au moins 1 ou 2 dents, ou 3 dents, qui permet justement de matcher. En fait, c'est un logiciel, c'est pour ça qu'ils appellent ça une fusion intelligente, et qui permet le matchage. Et il suffit quand même il faut absolument avoir 3 dents sur l'arcade. Chez un denté complet, c'est un autre protocole. Chez un denté complet, on réalise d'abord une prothèse complète. Dans la prothèse complète, on met 2 repères radio-opaques. On a le cone beam du patient sans la prothèse. Avec la prothèse, on match les deux grâce à ces repères radio-opaques. Et comme ça, on peut faire la planification. La précision, la deuxième question, c'était la précision des empreintes optiques, c'est ça? Donc il y avait comment on fait avec les artefacts, donc pour ça, c'est pas les amalgames, ça c'est sûr. Et la deuxième? Alors l'articulé, pardon. L'articulé, quand il s'agit justement avec l'empreinte optique, quand on a encore des dents, on prend d'abord l'arcade maxillaire, on prend l'arcade mandibulaire, on fait serrer le patient et on enregistre avec cette empreinte optique l'occlusion. Donc on reproduit l'occlusion. Et chez un patient édenté complet, s'il n'a plus de dents, on a sa prothèse complète. Donc encore une fois, on part d'un projet prothétique. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à réaliser une belle prothèse amovible quand le patient il arrive, il est denté. Et pareil, le patient, quand on lui réalise son cone beam, on le fait en occlusion. Notre repère, notre manière de pouvoir repositionner ce guide chirurgical issu de cette prothèse complète, c'est vraiment l'occlusion. Donc on a l'occlusion grâce à la prothèse complète. Quand il a des dents, on enregistre l'occlusion. Quand il n'a pas de dents, on a la prothèse complète qui permet d'avoir cette occlusion. Et c'est vraiment extrêmement précis. Justement, cette histoire de matcher les fichiers STL, c'est quelque chose qui a 3 ans. Avant, on avait effectivement des artefacts, on construisait les guides chirurgicaux de manière différente. Mais depuis 3 ans maintenant, on a la possibilité, parce qu'il y a une évolution de toutes ces... C'est quelque chose qui date de 2005, donc ils ont eu le temps d'avoir ces complications et de les faire évoluer. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun problème. Oui. Lorsqu'il Jean, attends, on pourrait passer à un Lorsqu'il y a une ostéolyse de quelque nature que ce soit autour de l'implantation, quelles sont les techniques de reprise? Greffe, pas greffe, si, bon, c'est le plus simple. Oui. Ça c'est Michel Jourde qui peut répondre encore mieux que moi. Mais je vais quand même essayer de répondre. Ce qu'on appelle chez nous la périimplantique. C'est pour ça que je disais que l'ostéo-intégration, vous avez raison de rebondir sur ça, est loin d'être un phénomène irréversible. C'est pour ça que j'ai insisté énormément sur le positionnement tridimensionnel de l'implant. Donc en fait, cette périimplantique, premièrement pour l'éviter, avant de commencer à poser un implant, il faut traiter s'il y a des problèmes de gencives, de parodonte. On n'implante pas un patient tant qu'on n'a pas rétabli la bouche du patient de manière correcte et assainir sa bouche. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne traite pas un maxillaire à la mandibule, on traite une bouche dans sa globalité. Mais on est dans un milieu sceptique. Alors, si on a... Oui, mais bien sûr, de toute façon, on a la salive, mais quand même, entre avoir la salive qui est sceptique mais naturelle et avoir du tartre et des infections dans la bouche, il y a une différence. Donc, si on arrive au stade où tout va très bien, on a posé un implant, et puis malgré les précautions, on a un problème de périimplantique. 2 possibilités. Il y a des traitements de surface. Les implants sont à la surface rugueuse, donc c'est très compliqué à traiter la surface, à supprimer complètement les bactéries. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, l'implant est déposé. Quand il est déposé, là aussi des possibilités. Soit on fait juste un comblement osseux avec
un os synthétique bovin déminéralisé. Ça suffit par la suite pour reposer un autre implant, sauf si malheureusement, comme le cas qu'on a vu tout à l'heure, d'échec, qui n'est pas le mien, mais voilà, ben, il faut faire des reconstructions osseuses avec des greffes d'apposition, si le patient accepte, et on rentre dans un travail plus compliqué. On peut mettre un bridge. On peut mettre un bridge, mais on évite quand même de mettre ce bridge maintenant, parce que qui dit mettre un bridge, ça veut dire aller préparer, tailler les dents. Donc on est délabrant, et en fait on est dans une dentisterie moderne. C'est pour ça que, à mon sens, la plus belle invention qu'on a eue en dentaire, en odontologie, c'est cette racine artificielle, cette troisième dentition, qui évite d'aller mutiler les dents et faire des bridges comme à l'époque, où on taillait les dents pour aller restaurer les dents. Merci. Alors, on va arrêter les questions parce que là, on a un tout petit peu dépassé le temps, mais c'était passionnant. Merci beaucoup. Et ça illustre un aspect de la médecine qui est, c'est pas uniquement de guérir, c'est aussi d'améliorer. Et ça prend de plus en plus de place. Merci beaucoup. Merci à vous.